Ça me fait plaisir de voir autant de monde ici aujourd'hui qui sont intéressés à entendre parler des idées de Engels. Donc moi aujourd'hui, je fais cette présentation-là comme Louis-François, excuse-moi, le dit dans le cadre du lancement de Anti-Düring et Origine de la famille, propriété privée et de l'État. Donc, comme il a dit, à la riposte socialiste, on est vraiment fiers de lancer ces deux œuvres-là qui, à notre connaissance, sont lancées pour la première fois au Québec. Donc, certains d'entre vous, ou peut-être pas, peuvent penser que c'est des livres qui ont été écrits il y a près de 140, 150 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à ces livres-là, en fait? Pour citer Lénine, qui était un des dirigeants de la Révolution russe d'octobre 1917, sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. Et ce serait vraiment difficile de surestimer l'apport de Engels à la théorie révolutionnaire du marxisme. Donc, il a vraiment joué un rôle crucial dans le développement des idées du marxisme, ce que Marx et Engels eux-mêmes appelaient le socialisme scientifique. Donc, les deux livres qu'on lance ce soir sont vraiment un exemple de ça. Ça va m'être impossible de rendre justice dans une présentation de 40 minutes aux deux livres au complet, mais j'espère que ça va vraiment vous donner envie de les acheter et de les lire pour vous-même. Ce lancement, c'est aussi l'occasion de discuter plus généralement de la vie et des idées de Engels. Donc, malheureusement, ça arrive souvent qu'on entend parler du rôle de Engels aux côtés de Marx, souvent comme étant un simple bienfaiteur qui contribuait seulement financièrement. Dans les universités, souvent, les idées de Engels sont presque pas étudiées et quand ils sont soulevés dans les cercles académiques, c'est souvent pour essayer de les contraster aux idées de Marx, comme si les deux avaient des différences profondes, mais rien n'est plus loin de la vérité. Il suffirait à n'importe qui de lire la correspondance entre les deux pour voir qu'ils étaient vraiment d'accord sur toutes les idées fondamentales. Donc, en fait, ils écrivaient régulièrement des textes et des articles l'un au nom de l'autre, comme s'ils n'étaient qu'une seule personne. Donc, Marx a envoyé chaque page de Capital à Engels pour qu'il le révise et qu'il lui donne ses commentaires. Engels a fait pareil pour Anti-Düring. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État était en fait basée sur les notes de Marx en partie. Donc, non seulement la soi-disant divergence idéologique entre les deux hommes, c'est vraiment une fiction, mais Engels était loin d'avoir joué un rôle secondaire. En fait, il a fait une contribution exceptionnelle à ce que nous, on appelle le marxisme, puis j'espère vous en convaincre aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et des idées de Engels, je vais couvrir un peu sa biographie. Donc, tout comme Marx, Engels venait d'une famille bourgeoise. Il est né le 28 novembre 1820, donc c'était sa fête récemment, ou bientôt. Ah, bientôt, excusez. Donc, il est né dans une région industrielle d'Allemagne, puis sa famille était en affaires dans l'industrie du textile. Donc, quand il a terminé l'école, il a commencé à travailler pour sa famille, et c'est vraiment là qu'il a été exposé pour la première fois à la brutale exploitation de la classe ouvrière. Donc, il notait souvent ses observations et il a commencé à écrire des articles, en fait, pour critiquer les problèmes sociaux qui étaient causés par l'industrialisation. Et en 1841, il a dû faire son service militaire à Berlin, comme tous les jeunes Allemands de 21 ans, les jeunes hommes, en fait, en Allemagne à l'époque. Donc, il a servi dans l'armée, mais c'était sur un fond de ferment révolutionnaire en Europe. Donc, il y avait eu la révolution de juillet 1930 en France, qui avait vraiment secoué le continent. En Angleterre, dans les années 1840, il y a eu le développement du premier mouvement politique de la classe ouvrière dans le monde, qui était le chartisme, qui était une mobilisation de masse des travailleurs pour obtenir le droit de vote, qu'il n'y avait pas encore à l'époque. Et ils avaient aussi d'autres demandes démocratiques de base. Et évidemment, l'Allemagne n'était pas immunisée à cette humeur révolutionnaire-là. Mais je vais y revenir. Mais donc, en arrivant à Berlin, Engels a commencé à devenir actif politiquement. Il commençait à assister à des conférences universitaires comme celle-ci, peut-être. Et il a commencé à s'impliquer dans des groupes d'intellectuels radicaux. Il a commencé à écrire des articles dans la Rheinische Zeitung, donc la Gazette rhénane, dont l'éditeur était Karl Marx. Et après son service militaire en 1842, Engels voulait vraiment aller en Angleterre pour se rapprocher du mouvement des chartistes. Donc son père lui a proposé qu'il apprenne les rouages de la gestion en allant travailler pour sa famille dans une usine à Manchester.
Donc, en chemin, il s'est arrêté à Cologne pour rencontrer Marx pour la première fois dans les bureaux du journal La Gazette rhénane. Donc, et pour Engels, les idées n'étaient pas divorcées du mouvement réel. En fait, lui, il a observé le mouvement de la classe ouvrière vraiment aux premières loges et a développé ses idées en se basant sur ces observations-là. Donc, indépendamment de Marx, Engels en est arrivé à des conclusions communistes sur la base de sa propre expérience. Donc, durant son séjour à Manchester, Engels n'était pas vraiment intéressé par la gestion de l'usine ou la vie de bourgeois. Donc, pendant son temps libre, il allait dans les quartiers ouvriers où il a vraiment observé de près la misère, la pauvreté, l'insalubrité dans laquelle vivait la classe ouvrière. Et c'est sur ces observations-là, en fait, qu'est basé son livre classique « La situation de la classe ouvrière en Allemagne », dont je ne parlerai pas aujourd'hui par manque de temps. Mais Engels, c'était pas le premier en fait, qui écrivait sur la misère de la classe ouvrière, mais c'est vraiment lui le premier à dire que la classe ouvrière n'était pas seulement une classe opprimée, mais c'était aussi une classe qui lutte et que la condition économique du prolétariat le pousse et l'oblige à lutter pour améliorer sa condition et que c'est à travers sa lutte que le mouvement de la classe ouvrière va amener les travailleurs et les travailleuses à se rendre compte qu'ils doivent renverser le système capitaliste. Donc, il avait identifié le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière pour la transformation socialiste de la société. C'est vraiment ça qui le distinguait des autres radicaux de l'époque. Donc, j'ai mentionné plus tôt que la vague révolutionnaire en Europe affectait aussi l'Allemagne et ça s'exprimait par un ferment intellectuel qui était marqué par la popularité des jeunes hégéliens. Donc, les idées de Hegel dominaient la philosophie allemande à cette époque-là, principalement à cause de son contenu révolutionnaire, la dialectique. Donc, en gros, la méthode dialectique, c'est une façon de comprendre le monde, mais plus précisément, en fait, c'est l'idée selon laquelle l'univers et la société sont soumis à un processus continu et infini de changement et de développement causé par des contradictions, que ce soit autant dans la nature que dans la société. Et cette idée-là a vraiment eu de l'écho chez les jeunes intellectuels libéraux qui en venaient à tirer des conclusions radicales. Parce que vu que tout était voué à changer et à se développer, bien en fait, pourquoi est-ce que la monarchie prussienne serait éternelle? Et ces intellectuels-là, radicaux allemands, remettaient aussi en question la religion et ils ont commencé à, en fait, s'organiser. Puis c'est comme, en fait, c'est leur organisation, en fait, qui était connue à l'époque comme étant les jeunes hégéliens et dont Marx et Engels en faisaient partie au début. Engels a dit plus tard au sujet de Hegel, et je le cite, qu'il fut le premier à essayer d'établir un développement, une cohérence interne dans l'histoire. Mais par contre, Hegel était un idéaliste, donc en philosophie, l'idéalisme, ça veut dire essentiellement que les idées sont primaires et que le monde matériel, c'est secondaire. Donc Hegel, lui, pensait que le monde matériel, en fait, c'était le reflet de ce que lui appelait l'idée absolue, qui est vraiment juste un autre terme pour dire Dieu, en fait. Donc l'idéalisme de Hegel faisait que les débats, en fait, dans ces cercles de jeunes hegéliens-là, se faisaient de plus en plus abstraits et au lieu de viser à changer la société, ces débats-là devenaient de plus en plus critiques et dans l'abstrait, et il pensait que la force motrice de l'histoire, en fait, c'était l'individu critique. Donc, c'est ce genre de... c'est ces idées-là qui ont amené éventuellement Marx et Engels à rompre leur lien avec eux. Donc, Engels, lui, il voulait absolument rien savoir de débattre d'idées abstraites juste comme exercice intellectuel, mais il voulait changer le monde pour vrai. Et c'est ça qui l'a amené à développer une relation avec Marx. Donc, il est retourné le voir à Paris en 1844 et ça a été le début de leur collaboration. Donc, dès le début, Marx et Engels étaient vraiment sur la même longueur d'onde en termes de l'importance de lutter contre des idées stériles qui existaient dans le mouvement. Donc, le premier livre qu'ils ont écrit ensemble, c'était en fait une critique des jeunes hégéliens dont je viens de parler. Le livre s'appelait « La Sainte Famille » et c'est de là d'où vient la fameuse citation « L'histoire ne fait rien, elle ne possède pas de richesse immense, elle ne livre point de combat, c'est plutôt l'homme réel et vivant qui fait tout cela et qui possède et combat. » Et ce qu'il voulait dire par cette citation-là, c'était que
malgré que la société change et se développe constamment, ben, on ne peut pas juste attendre que la société se transforme tout seul et par elle-même. Il faut activement s'impliquer dans la lutte révolutionnaire pour changer la société. Donc, après la publication de ces vues-là, éventuellement, Engels est retourné en Allemagne et avant de déménager en fait à Bruxelles pour se rapprocher de Marx pour faciliter leur collaboration. Donc, et c'est là qu'ils ont écrit l'idéologie allemande en 1845, mais c'est un livre qui a seulement été publié en 1930, parce que l'objectif, en fait, de ce texte-là, quand ils l'ont écrit, c'était vraiment de développer et de clarifier leur propre idée. Et on peut dire que ça a été mission accomplie, parce que c'est vraiment dans ce texte-là qu'a été développée la conception matérialiste de l'histoire. Ils ont repris la dialectique de Hegel, qui avait déjà conclu que l'histoire se fait à travers des conflits qui sont résolus dans un processus dynamique de changement, mais ils rompent de façon définitive avec l'aspect idéaliste de sa philosophie. Donc, en considérant le monde et l'humanité de façon matérialiste, ils ont expliqué que le développement de la société humaine est déterminé en partie par le développement des forces productives. Ça veut dire, la technique, des moyens de production, de notre capacité à produire et satisfaire les besoins humains. Et c'est une idée assez simple quand on y pense, là, parce qu'avant de pouvoir réfléchir, faire de la science, de la philosophie, etc., ben, il faut être capable de manger ou de se loger. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui soient produites. Donc, du développement des forces productives dépendent les relations que les humains entretiennent entre eux pour produire ce qui est nécessaire pour combler nos besoins. Donc, et c'est vraiment dans ces relations que repose l'explication de tous les phénomènes de la vie sociale, des aspirations et des idées. Donc, Marx et Engels expliquent que l'idéologie d'une société est enracinée dans les processus matériels de la société. Donc, je vais lire une citation. Donc, à toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. La classe qui dispose des moyens de production matérielle dispose en même temps de ce fait des moyens de la production intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Donc, ça, c'était vraiment une véritable révolution dans la pensée socialiste et la philosophie en général de l'époque. Ils ont expliqué aussi que le système capitaliste, ça n'a pas toujours existé. C'est issu d'un long processus historique. Que c'est un système dans lequel il y a une minorité de riches qui contrôlent les usines, les banques, les entreprises, et que ça crée nécessairement aussi une classe, la classe ouvrière, qui est amenée à lutter pour ses propres intérêts. Donc, la classe ouvrière et ses revendications sont le résultat nécessaire du système économique actuel qui, avec la bourgeoisie, en fait, crée et organise inévitablement la classe ouvrière. Donc, l'idée du socialisme en soi, c'était pas nouveau. C'est pas Marx ou Engels qui ont inventé le socialisme, mais avant eux, le socialisme s'était vraiment présenté comme une bonne idée, un genre de nouveau projet historique à laquelle, pour une raison ou une autre, personne n'avait jamais pensé plus tôt. Mais Marx et Engels se sont vraiment distingués des socialistes de leur époque en expliquant la nécessité du socialisme scientifiquement en utilisant la méthode du matérialisme dialectique. Ils ont vraiment montré que ce n'était pas le génie des socialistes, mais la lutte de classe des travailleurs organisés qui allait permettre de réaliser le socialisme. Engels a vraiment contribué autant que Marx au développement du socialisme scientifique, mais ce n'était pas juste un théoricien, il participait au mouvement lorsque possible. Donc, j'avais mentionné brièvement qu'il était parti en Angleterre pour se rapprocher du mouvement des chartistes, mais aussi Marx et Engels avaient été sollicités par une organisation qui s'appelait la Ligue des Justes pour qu'ils les rejoignent. Donc ça, c'était comme un genre de groupe de socialistes, mais ils n'avaient pas vraiment des idées claires ou un programme clair. Par exemple, leur slogan, c'était « Tous les hommes sont frères ». Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne considérerais pas Elon Musk ou Jeff Bezos comme mon frère. Mais bref, malgré ça, Marx et Engels se sont joints à cette organisation-là. Et ils intervenaient dans ces organisations-là. Au Congrès, Engels en fait, il est intervenu avec succès afin de changer le nom pour la Ligue communiste. Et c'est aussi au même congrès que Marx et Engels, en fait, ont été chargés de rédiger le programme
le programme du parti qui est devenu un texte essentiel du mouvement révolutionnaire que vous connaissez sûrement, le manifeste du Parti communiste. Donc, un fait un peu moins connu sur le manifeste, c'est que c'est Engels qui avait rédigé la première version, qui s'appelait « Les principes du communisme ». Et en fait, il s'agissait essentiellement d'une sorte de question-réponse qui passait en revue toutes les accusations courantes contre le communisme. Et ça répondait de façon concise au mythe du marxisme. Donc, et ce document-là a éventuellement été retravaillé avec Marx pour produire le manifeste du Parti communiste qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en a des exemplaires si ça vous intéresse. Donc, quelques mois après la publication du manifeste en 1848, il y a eu une vague de révolution qui a balayé l'Europe, ce qu'on a appelé après le printemps des peuples. Donc, ça a été vraiment les premières révolutions où la classe ouvrière était la principale classe qui menait la lutte, notamment en France. Donc, Engels est même retourné en Allemagne pour participer activement à la révolution contre la monarchie. Donc, ces premières années de collaboration entre Marx et Engels sont vraiment inspirantes. Donc, on peut voir qu'ils ont rompu avec les universitaires qui se limitaient à des débats abstraits pour se plonger complètement dans la lutte de la classe ouvrière. Et ils ont fait ça tout en développant une théorie révolutionnaire pour guider cette lutte-là. Donc, non seulement c'est important de ne pas divorcer les idées de Marx de celles de Engels, mais on ne peut pas non plus divorcer leur théorie de la nécessité de s'impliquer dans la lutte. Donc, aujourd'hui, il y a encore des gens dans les universités qui se disent marxistes, mais qui restent dans les quatre murs de leur université à débattre. Mais Engels, justement, il disait que le marxisme, ce n'est pas un dogme, mais un guide pour l'action. Et je pense que c'est une idée très importante pour tous ceux qui se revendiquent du marxisme aujourd'hui. J'ai pas le temps de couvrir les raisons. Là. Il y a beaucoup d'événements historiques que j'ai pas le temps de couvrir en détail, mais les révolutions ont tous été défaites finalement et ça a été suivi par une période de réaction. Marx a été déporté, il a perdu sa citoyenneté, Engels a dû prendre la fuite, donc ils se sont retrouvés à Londres, mais leur situation était vraiment différente de celle d'avant la vague révolutionnaire. Leur situation financière particulièrement était très difficile et donc Engels a dû repartir à Manchester, travailler pour sa famille et envoyer de l'argent à Marx pour qu'il puisse mener ses recherches sur l'économie. Et c'est sur la base de ces recherches-là que Marx a produit son livre le plus connu, Le Capital. Donc, c'était quand même un très gros sacrifice pour Engels de devoir retourner travailler pour sa famille. Il détestait ça, travailler pour une firme capitaliste, et il était conscient qu'il perdait son temps et qu'il pourrait être en train d'écrire et participer au mouvement, mais en fait, c'est pour ça qu'il n'a presque pas publié en fait pendant les années 1850-1860, mais il comprenait la nécessité de faire des sacrifices pour que Marx puisse être un révolutionnaire à temps plein et écrire Capital. Donc, ça nous donne vraiment un aperçu de l'esprit de sacrifice de Engels et de Marx qui étaient prêts à faire le nécessaire pour que le Capital puisse être publié. Éventuellement, la lutte des classes a repris du souffle. Donc, en 1863, il y a eu une insurrection en Pologne contre la force la plus réactionnaire en Europe à l'époque, la Russie tsariste. Donc, la répression, il y a eu une grosse répression sanglante après ça et ça a donné naissance à un mouvement de solidarité par divers groupes de gauche et de syndicats à travers le monde. Et c'est notamment à travers ce mouvement de solidarité-là que se répandait la pertinence de l'internationalisme. Donc aussi, dans les années 60, il y avait eu une vague de grèves, surtout en Angleterre, et les patrons importaient des scabs étrangers pour briser les grèves. Donc, ça posait directement la question de l'unité des travailleurs au-delà de toute nationalité. Donc, Marx et Engels, eux, ils avaient lancé leur fameux appel « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous » en 1848, mais là, 15 ans plus tard, les gens voyaient dans la pratique la nécessité d'une solidarité et d'unité internationale de la classe ouvrière. Donc, suite à ça, les principales organisations ouvrières en Europe se sont organisées pour fonder l'Association internationale des travailleurs en 1864. C'est communément connu comme étant la première internationale. Donc, Marx et Engels voyaient vraiment la création d'une internationale comme étant un grand pas
en avant pour le mouvement ouvrier mondial, malgré sa composition politique hétérogène. Donc, on y retrouvait des républicains, des proudhoniens, des syndicalistes anglais, des socialistes utopiques, des anarchistes, donc il y en avait pour tous les goûts. Et c'était très confus politiquement, mais Marx et Engels n'étaient pas des sectaires, et donc, au lieu d'attendre la création d'une organisation pure, ils avaient compris que pour gagner les masses à leurs idées, il fallait passer à travers une période de travail patient avec les organisations qui étaient déjà enracinées dans la classe ouvrière. Et bien, pour faire ça, ils ont dû mener cette lutte-là. En fait, ils ont dû mener une lutte pour une clarification idéologique au sein de l'Internationale. Ils étaient constamment engagés dans des débats, des discussions pour gagner les autres à leur position. Et en fait, après des années de travail, ben, l'Internationale en est venue à défendre les principales idées marxistes ouvertement. Donc, j'ai pas vraiment le temps de couvrir l'histoire de la première internationale, ça vaudrait une présentation en soi, mais pour faire suivre, en tout cas pour continuer sur les idées d'Engels, je dois quand même mentionner que la première internationale s'est dissoute peu après 1871 pour diverses raisons, mais en gros, il y a eu la défaite de la Commune de Paris, le ressac de la lutte des classes, les conflits internes au sein de l'Internationale avec les anarchistes et tout ça, donc pendant qu'une période de réaction commençait en Europe. Donc, malgré la courte durée de vie de la première internationale, Marx et Engels avaient au moins essayé de développer le mouvement réel et de le gagner à leurs idées. Donc, dans l'accalmie de la lutte des classes qui a suivi, ben, c'était plus important que jamais pour eux de défendre la pertinence du marxisme. À cette époque, les idées du socialisme devenaient de plus en plus populaires dans le mouvement ouvrier. Donc, particulièrement en Allemagne avec le Parti social-démocrate, le SPD, et surtout suite à l'héroïque expérience de la Commune de Paris, la classe dirigeante voyait vraiment le réel danger que représentaient ces idées-là pour eux. Donc, dans ce contexte-là, il y a toute une foulée de critiques du marxisme qui a commencé à émerger, autant dans le mouvement ouvrier que dans les cercles académiques. Donc, je pense qu'on voit ça encore aujourd'hui, là. Les ennemis de la classe ouvrière essayent constamment de discréditer les idées marxistes en essayant de les réviser, de les caractériser de désuets ou de carrément les rejeter. C'était comme pas mal la même chose à l'époque. Puis, dans le cadre de cette tendance-là, ben, il y a un philosophe universitaire allemand qui se nommait Eugène Düring, qui s'était vraiment démarqué par son arrogance. Il prétendait avoir réfuté le marxisme en écrivant sa propre grande théorie englobante et universelle. Donc, malgré que ses écrits étaient très académiques, et même idéalistes et réformistes, donc ils avaient quand même un écho chez une certaine couche dans le mouvement ouvrier allemand. En 1874, August Bebel, qui était un important dirigeant socialiste allemand, avait même écrit un article dans le journal du SPD en support de Düring. Donc, Marx et Engels trouvaient ça vraiment important de répondre aux idées de Düring. Un truc un peu anecdotique, mais dans la correspondance de Marx et Engels, on peut observer qu'il n'y a ni l'un ni l'autre qui voulait lire Düring pour y répondre, en fait. Donc, mais finalement, parce que Marx était complètement absorbé par l'écriture de Capital, ben, la tâche d'écrire une réponse est revenue à Engels. Donc, initialement, ça n'avait pas été publié d'un coup, mais sous la forme d'une série d'articles dans un journal de la social-démocratie allemande de l'époque, mais c'était tellement remarquable comme écrit que ça a été éventuellement publié sous la forme d'un livre en 1877, qui était à l'origine intitulé sarcastiquement R. Düring bouleverse la science. Mais ce livre-là est plus connu sous le nom qu'on lance aujourd'hui, donc Anti-Düring. C'est vraiment un livre brillant là, qui explique la méthode marxiste, je vous le recommande fortement. Engels contraste vraiment l'idéalisme de Düring avec le matérialisme dialectique dans toute une série de sujets, en commençant par la philosophie jusqu'à l'économie, l'histoire, la morale. Tous les aspects clés du marxisme sont vraiment mis en évidence clairement dans cette polémique. Et c'est vraiment ça qui fait de ce livre-là un chef-d'œuvre. Engels décrit vraiment précisément les lois de la dialectique et leur application dans les différents domaines. C'est vraiment un livre essentiel aujourd'hui pour quiconque veut comprendre le marxisme. C'est un peu difficile à lire par moments, j'ai avoué, mais c'est surtout à cause des longues citations incompréhensibles de Düring. Mais le livre lui-même montre vraiment l'importance que Marx et Engels accordaient au débat théorique. C'est pas du tout une question secondaire. Donc,
plus tôt, j'ai parlé de comment, dans les années 1840, Marx et Engels avaient développé leur théorie socialiste. Et justement, dans Anti-Düring, il y a des chapitres vraiment intéressants sur les socialistes utopiques qui existaient avant Marx et Engels et comment Marx et Engels ont en fait dépassé leurs idées. Cet extrait-là a été publié plus tard sous le titre Socialisme utopique et socialisme scientifique qu'on vend aussi, si vous voulez commencer avec un plus petit texte. Donc, avant de revenir sur la différence entre le socialisme scientifique et le socialisme utopique, je voulais quand même mentionner que malgré les critiques qu'on a des premiers socialistes utopiques, c'est quand même eux qui ont pavé la voie pour le marxisme. Donc, ils sont vraiment arrivés à des conclusions et des idées brillantes et vraiment originales pour leur époque. J'aurais pas le temps de parler nécessairement de chacun des socialistes utopiques, mais les plus connus étaient Saint-Simon, Fourier, Owen. Fourier, par exemple, il avait vraiment critiqué le fondement de la société capitaliste, qui était la propriété privée. Par contre, lui, il pensait que la solution, c'était de créer des communautés autogérées de 1000 à 2000 personnes qui travaillaient comme agriculteurs, artisans, artistes. Robert Owen avait des idées vraiment similaires et en fait, lui, il les a mis en pratique aux États-Unis où il avait fondé des petites colonies communistes, mais son expérience a vraiment juste prouvé que c'était impossible d'établir des îlots de socialisme dans un océan de capitalisme. Donc, dans tous les cas, les tentatives de ces communes égalitaires-là se sont toutes soldées par des échecs. Et malgré l'aspect progressif de leurs idées, donc ces socialistes-là, en fait, utopiques, ils prônaient le socialisme principalement en termes moraux et éthiques. T'sais, pour eux, ça, comme j'ai dit plus tôt, il s'agissait vraiment juste d'une bonne idée, d'un bon projet historique. Et contrairement à eux, pour mettre le socialisme sur une base scientifique, Engels, il a vraiment expliqué que le socialisme, c'est pas juste une bonne idée, mais en fait, ce sera le produit du développement des forces productives. C'est pas un modèle le socialisme, c'est pas un modèle de société anhistorique, en fait, mais c'est un système de relations socio-économiques qui requiert certaines conditions matérielles, dont le développement de la grande industrie, des monopoles, une classe ouvrière forte, l'interconnexion du marché mondial pour que le socialisme puisse naître et s'épanouir. Mais plus important encore, donc Marx et Engels, comme j'ai dit plus tôt, ont identifié les agents de ce changement révolutionnaire-là, la classe ouvrière organisée. Puis c'est pas quelque chose qu'ils ont décidé arbitrairement de les nommer comme les agents de ce changement révolutionnaire-là, mais c'est vraiment à travers, ils ont vraiment vu le potentiel radical de la classe ouvrière dans les énormes mouvements qui avaient secoué l'Europe à l'époque. Donc, j'ai parlé plutôt des chartistes en Grande-Bretagne, et il y a aussi eu les premières insurrections ouvrières en 1830, les révolutions qui ont balayé le continent en 1848. Ça a vraiment montré dans la pratique que les travailleurs et les capitalistes n'avaient pas les mêmes intérêts. Il devenait de plus en plus clair pour eux que seule la classe ouvrière, en fait, possédait le pouvoir collectif par sa position dans la production de paralyser le capitalisme et de renverser la classe capitaliste. Donc, les conditions de vie de la classe ouvrière poussent sa conscience vers les idées de la lutte des classes, du socialisme et de l'internationalisme. Donc, Engels n'était pas seulement intéressé par l'économie politique, mais il avait vraiment un esprit encyclopédique, puis il a écrit sur divers sujets, de la littérature à la science, même à la stratégie militaire. Donc, selon moi, une des contributions majeures de Engels aux sciences a été à l'anthropologie, avec les idées qu'il a développées dans le second livre qu'on lance aujourd'hui, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Donc, c'est pas un livre qui a été, on peut dire, uniquement écrit par Engels, parce que quand l'anthropologue Lewis Henry Morgan avait publié ses découvertes scientifiques, les deux, Marx et Engels, y avaient vu la confirmation de leur approche matérialiste à l'histoire. Marx avait été tellement impressionné par les recherches de Morgan qu'entre 1880 et 81, Marx avait copié puis résumé de longs extraits de son livre Ancienne Société, c'est un livre de Morgan, qui avait été publié plus tard sous le titre de Carnet ethnologique. Donc, Marx avait vraiment l'intention d'écrire sur les découvertes de Morgan en faisant ressortir toute leur importance, mais il n'y en a pas eu la possibilité
à cause de sa mauvaise santé, puis malheureusement en 1883, Marx est décédé. Donc la tâche est revenue à Engels qui a parvenu à finir le livre en dedans d'un an après la mort de Marx pour lui rendre hommage. Et je dirais qu'un des aspects les plus révolutionnaires de ce livre-là, c'est vraiment l'application du matérialisme dialectique au développement de la société, en partant des premières sociétés humaines. Donc, traditionnellement, la classe dirigeante de chaque société justifie l'état des choses, justifie la domination d'une partie de la société sur une autre en prétendant que c'est en quelque sorte quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose de naturel. On entend souvent ça, donc aujourd'hui, l'oppression a toujours existé, l'exploitation a toujours existé, c'est ça la nature humaine. Mais par contre, la méthode dialectique montre que tout est en changement constant, et donc la nature humaine change, les humains changent aussi. Donc non, l'oppression et l'exploitation n'ont pas toujours existé, les classes sociales n'ont pas toujours existé, et parce qu'ils n'ont pas toujours existé, ils ne vont pas non plus exister toujours. On peut penser à une société où il n'y aura plus de classe sociale. Et justement, dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Engels explique comment le développement des forces productives a changé la société et l'organisation de la famille. Donc, pour faire une histoire courte, pendant 95% de l'existence humaine, les humains vivaient dans des bandes de chasseurs-cueilleurs où les classes sociales n'existaient pas. La coopération sociale et la propriété commune étaient essentielles pour la survie de la bande. Donc, il existait une division sexuelle du travail où les hommes chassaient et les femmes faisaient la cueillette. Et les fruits de ces activités-là étaient partagés en commun, mais la division sexuelle du travail n'était pas signe d'oppression des femmes. Dans ces sociétés primitives-là, l'égalité était inhérente. La production n'était pas assez élevée pour rendre possible des inégalités. Donc, les relations entre les hommes et les femmes étaient plus ouvertes qu'aujourd'hui. Là, on était loin de la famille nucléaire monogame, et donc la descendance ne pouvait qu'être retracée à travers la mère, car c'était pas clair, c'était qui le père en fait, et les liens familiaux les plus importants étaient toujours envers la mère et les frères et sœurs de la mère. Et tout ça a changé il y a à peu près 10 000 ans, quand il y a eu la révolution néolithique. Donc ça, c'est une révolution dans la production qui a vraiment changé les relations sociales et familiales. Donc les humains sont passés de vivre de la chasse et de la cueillette à vivre de l'agriculture et l'élevage de bétail. Donc la transition s'est faite de manière inégale et lente, mais la transition a bel et bien eu lieu et elle a eu beaucoup de conséquences. Donc l'élevage de bétail et l'agriculture, c'était des activités qui étaient en majorité masculines. Donc la balance du pouvoir économique entre les sexes avait changé. Donc la richesse était essentiellement produite par les hommes, mais au début la descendance se faisait encore à travers la femme. Donc Engels explique dans son livre que, et je cite, « Au fur et à mesure que les richesses s'accroissaient, d'une part, elles donnaient dans la famille une situation plus importante à l'homme qu'à la femme, et d'autre part, elles engendraient la tendance à utiliser cette situation affermie pour renverser au profit des enfants l'ordre de succession traditionnel. » Et donc, un changement radical s'est produit. On est passé de la descendance maternelle à la descendance paternelle. Et dans ce processus-là, les femmes ont été contraintes à la monogamie puisque les hommes voulaient transmettre leur propriété privée à leurs propres enfants et s'assurer de la lignée de leurs héritiers. Donc, dans l'origine de la famille, Engels parle de cette transformation en l'appelant la grande défaite du sexe féminin. Et il dit « Même à la maison, ce fut l'homme qui prit en main le gouvernail. La femme fut dégradée, asservie, elle devint esclave du plaisir de l'homme et simple instrument de reproduction. » Donc, encore aujourd'hui, malgré certaines avancées, les femmes, on se retrouve dans cette position d'infériorité et d'oppression. On peut l'observer notamment avec les récentes attaques contre le droit à l'avortement aux États-Unis, ou bien même l'impunité judiciaire un peu partout dans les cas d'agression. Donc à l'époque, c'était vraiment un concept révolutionnaire que l'oppression des femmes n'a pas toujours existé. Et en expliquant les origines de cette oppression-là, Engels explique aussi que pour lutter pour l'émancipation des femmes, il faut lutter contre la société de classe qui bénéficie et nécessite en fait l'oppression des femmes. Parfois, il y a du monde qui critique les marxistes en disant qu'on ne se préoccupe pas assez de l'oppression des femmes
qu'on se concentre trop sur l'économie ou la lutte des classes. Ben, c'est pas du tout le cas. Je pense que ce livre-là de Engels montre vraiment l'importance que les marxistes accordaient à découvrir la racine de cette oppression-là. Et même avant l'origine de la famille, dans le manifeste du Parti communiste, avant même que le terme féminisme existe, donc Engels et Marx revendiquaient l'abolition de la famille bourgeoise oppressive. Donc ça a toujours été au cœur des préoccupations des marxistes et en fait, Engels, on peut dire qu'il a contribué plus que quiconque à développer la théorie marxiste sur la lutte contre l'oppression des femmes. Comme le titre du livre l'indique, Engels explique aussi l'apparition de la propriété privée et de l'État. En fait, il explique qu'avec l'avènement de l'agriculture, pour la première fois dans l'histoire humaine, on produisait plus que le simple nécessaire pour la consommation immédiate. Donc, la création d'un surplus a permis la libération d'une couche de personnes qui pouvaient vivre du travail des autres. Et ça a permis le développement d'une classe dirigeante qui était composée de prêtres, de chefs de famille et d'autres postes officiels. En fait, de l'existence d'une minorité privilégiée est venue la nécessité de protéger leurs privilèges et donc sur la base du surplus et sur le fait qu'une minorité s'appropriait ce surplus-là, est venue la nécessité d'une force qui protège cette minorité-là et c'est comme ça qu'est apparu en fait l'État. Et peu à peu sont nées les institutions de coercion de l'État, donc la police, l'armée, les prisons, etc. Donc en gros, c'est l'établissement de corps spéciaux d'hommes et de femmes armés qui est apparu pour défendre les privilèges et la propriété privée de la classe dominante. Et je pense que c'est vraiment une des découvertes les plus importantes de Marx et Engels parce que puisque l'État n'a pas toujours existé, et c'est seulement né de conditions objectives spécifiques, notamment l'apparition de la propriété privée des classes sociales. C'est donc possible de se débarrasser de l'État. Et en fait, en se débarrassant de la propriété privée et en renversant le système capitaliste et en bâtissant une société socialiste qui priorise les besoins des gens avant les profits d'une minorité et qui satisfait les besoins de tous, bien, il n'y aura plus vraiment besoin d'avoir une police, une armée, des prisons pour protéger une minorité de riches. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle réactionnaire de l'État se démontre plus clairement que jamais. Là. On a juste à écouter les nouvelles puis voir les priorités de l'État qui mobilise présentement ses ressources pour reprendre l'argent des pauvres qui ont reçu la prestation canadienne d'urgence, alors que récemment, il y a eu un rapport qui a été publié que les grandes entreprises au Canada doivent 30 milliards, en fait, ils ont réussi à ne pas payer 30 milliards de dollars d'impôts en 2021. Donc, si on compare ça à la PCU, c'est des peanuts, mais on voit que c'est pas là qu'ils veulent aller chercher l'argent. Bref, je pourrais rentrer dans plein d'exemples, mais j'irai pas là-dedans. Le point, c'est que le rôle de l'État dans la société de classe, c'est toujours de protéger les intérêts d'une minorité aux dépens de la majorité, et c'est vraiment à Engels qu'on est redevable de l'avoir expliqué. Je pourrais vraiment encore parler longtemps de ce livre-là de Engels ou de ses idées en général, mais bien plus que simplement l'origine de l'oppression des femmes ou de l'État. Ce que Engels a mis de l'avant à travers ses écrits puis sa vie, c'est vraiment une méthode d'analyse scientifique qui nous démontre que le monde matériel peut être compris et peut être changé. Le monde contient des contradictions, des processus, des lois, et c'est le rôle du marxisme de les découvrir et de les comprendre afin de pouvoir changer le monde. Donc, et c'est pour ça qu'en tant que marxiste, à la riposte, on accorde autant d'importance à l'éducation politique et aux idées. La théorie et les idées marxistes, c'est l'expérience concentrée de la lutte des classes. C'est en essence ça, les idées de Marx, Engels, mais aussi de Lénine, Trotsky. C'est les leçons généralisées des événements qui peuvent être appliquées par le mouvement ouvrier aujourd'hui pour lutter pour notre émancipation. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il y a à retenir de ma présentation et des idées de Engels. Si vous allez retenir quelque chose, c'est l'importance des idées pour changer le monde. Je pense qu'on a vu plusieurs exemples de révolution dans la dernière période. Là, il y a eu le Soudan, le Liban, le Sri Lanka, l'Iran en ce moment. Les travailleurs et travailleuses ont démontré leur pouvoir en renversant des régimes qui semblaient inébranlables. Mais pour changer la base de la société, ça prend les bonnes idées et un programme. Et puis c'est vraiment ça qu'on retrouve dans les écrits de Engels et Marx. Donc, c'était vraiment une tâche impossible de rendre justice aux idées de Engels en 40 minutes. Mais j'espère que ça vous a au moins donné envie de les découvrir par vous-même en lisant les livres qu'on lance aujourd'hui. Les idées dans ces écrits,
comme j'ai dit, c'est des outils pour les travailleurs et travailleuses pour comprendre la société de classe et réussir à renverser le capitalisme. Le marxisme, c'est une théorie qui amène à la conclusion que c'est nécessaire de se joindre à la lutte pour une société, pour qu'on puisse avoir une société socialiste. Donc, j'espère que vous allez y trouver de l'inspiration pour nous rejoindre à la riposte socialiste dans cette lutte-là, pour qu'ensemble, on réussisse, comme disait Engels, de passer du royaume de la nécessité au royaume de la liberté, c'est-à-dire la véritable libération de l'humanité.